Londres ne se réveillait jamais vraiment. Elle sortait lentement de la nuit, comme un corps fatigué, engourdi par le froid, la fumée et l'humidité. En 1823, la ville semblait constamment recouverte d'un voile gris, un brouillard si dense qu'il avalait les silhouettes avant même qu'on ait le temps de les reconnaître. Ce matin-là, dans une rue étroite non loin de Chancery Lane, un homme ferma la porte de son étude avec un soin presque cérémonieux. Il n'était ni pressé ni inquiet. Son geste était précis, maîtrisé, répété des centaines de fois auparavant. À l'intérieur, un testament venait d'être signé. À l'extérieur, un homme rentrait chez lui sans savoir qu'il venait, en réalité, d'entamer le dernier chapitre de sa vie. Car dans le Londres du XIXe siècle, on pouvait mourir sans poison, sans couteau, sans même un coup porté. Il suffisait parfois d'une plume. Le notaire s'appelait Edmund Caldwell, un nom parfaitement ordinaire, trop banal pour susciter la curiosité. On le décrivait comme un homme poli, discret, presque effacé. Il parlait peu, n'élevait jamais la voix et semblait toujours écouter davantage qu'il ne s'exprimait. Son bureau était modeste, bien rangé, imprégné de l'odeur du cuir, de la cire et du papier ancien. Rien, absolument rien, ne le distinguait des dizaines d'autres notaires qui exerçaient dans la capitale. Et pourtant, ceux qui prenaient le temps d'observer remarquaient un détail troublant. Au fil des années, Caldwell s'était enrichi. Lentement, certes, mais avec une régularité implacable. Il avait changé de logement. Ses costumes étaient devenus plus élégants, ses meubles plus coûteux, son vin plus rare. Rien d'ostentatoire, jamais. Juste une ascension silencieuse, presque invisible. Et dans la ville de Londres, la richesse attirait rarement les questions, tant qu'elle restait discrète. Les décès commencèrent dans l'indifférence dans un premier temps. Un vieil homme terrassé par une attaque dans son sommeil. Une veuve fragile qui succombe à la fièvre. Un héritier impatient retrouvé sans vie après une chute jugée accidentelle. Rien d'extraordinaire, dans une ville où l'on mourait chaque jour par centaines. Mais certains clercs, certains juristes, commencèrent à ressentir un malaise diffus, impossible à exprimer. Ce n'était pas la cause des morts qui dérangeait. C'était leur timing et leur logique. Avant chaque décès, un testament était exécuté. À chaque testament, des clauses étonnamment complexes entraient en jeu. Et presque systématiquement, une part des biens, parfois infime, parfois considérable, transitait par des sociétés, des fondations ou des fiducies administrées par un seul homme, Edmund Caldwell. Jamais comme héritier direct, toujours comme intermédiaire, toujours légalement. Caldwell ne tuait personne. Il n'en avait ni le besoin, ni l'intérêt. Son véritable talent résidait ailleurs. Il savait observer les failles humaines avec une précision clinique. La cupidité d'un fils, la jalousie d'une épouse, la peur d'un vieillard face à la solitude. À chacun, il offrait exactement ce qu'il attendait, la promesse de sécurité, d'ordre et de prétendu contrôle. Les testaments qu'il rédigeait étaient de véritables mécanismes d'horlogerie. Une clause conditionnelle pouvait retarder un héritage jusqu'à l'épuisement. Un héritier mis sous pression pouvait sombrer dans le désespoir. Et quand la mort survenait, par maladie, par accident, parfois par suicide, Caldwell n'avait qu'à appliquer ce qui avait été signé. La loi faisait le reste. Il fallut des années avant que quelqu'un ose réellement regarder les documents, autrement que comme de simples textes juridiques. Le clerc s'appelait Thomas Hale, un homme jeune, consciencieux, encore suffisamment naïf pour croire que la loi devait ne servir que la justice. Chargé de classer d'anciens dossiers, il remarqua une chose étrange. Certains testaments, bien que rédigés pour des personnes différentes, présentaient une structure presque identique. Les phrases changeaient, les mots variaient, mais la mécanique était la même.
Pire encore, Hale découvrit que certaines clauses n'avaient d'utilité que si une mort survenait rapidement, comme si elles avaient été pensées non pour organiser un avenir, mais pour précipiter une fin. Lorsqu'il tenta d'alerter ses supérieurs, on lui répondit avec lassitude. Tout était légal, tout était signé, et surtout, Caldwell était respecté. À Londres, on ne s'attaquait pas à un homme irréprochable sans preuves irréfutables. Un détail finit pourtant par obséder Hale. Edmund Caldwell n'assistait jamais aux funérailles de ses clients. Jamais. Il faisait parvenir une lettre de condoléances parfaitement rédigée, accompagnée parfois d'un arrangement floral discret, mais il ne se montrait pas, comme s'il n'éprouvait aucun besoin de clore le cycle, ou comme s'il savait, dès la signature, que tout était déjà terminé. Alors Hale tenta une dernière approche, plus personnelle. Il demanda à consulter le testament de Caldwell lui-même. Après tout notaire devait en posséder un. Le document existait bien. Il était bref, presque anodin. Rien qu'un texte simple, rassurant, dénué de toute complexité apparente. La mort de Caldwell survint quelques semaines plus tard, un matin d'hiver. Officiellement, Caldwell est décédé d'une faiblesse cardiaque. Une fin banale pour un homme qui avait toujours veillé à le paraître. Comme le voulait l'usage, ces documents furent rassemblés, les copies officielles produites, les dossiers ouverts une dernière fois. C'est à ce moment-là que Hale comprit. La version du testament désormais présentée n'était pas celle qu'il avait lue. Là où il n'avait vu qu'un texte simple, presque vide, apparaissait désormais une structure dense, précise, rigoureusement organisée. Pas un héritage personnel, mais un ensemble de mécanismes juridiques destinés à fonctionner seuls. Aucun testament n'avait été modifié après la mort de Caldwell. Hale avait simplement vu, de son vivant, la seule version qui n'activait rien. Caldwell n'avait pas laissé une fortune. Il avait laissé un système conçu pour continuer sans lui. Hale referma le dossier sans un mot. Il n'y avait rien à dénoncer, rien à poursuivre. Les clauses s'activaient. Les biens continuaient de circuler. Les signatures conservaient leur pouvoir. Edmund Caldwell était mort. Son œuvre, elle, ne l'était pas. À Londres, le crime parfait n'avait jamais eu besoin de violence. Il suffisait de savoir écrire et d'attendre.